Vous savez ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est une salle remplie avec 5000 fans en délire qui vont gueuler toute la soirée pour leur superstar préférée parce qu'ils n'ont pas pu le faire depuis 1 an et demi. Le bonheur, c'était hier soir lors de AEW Double or Nothing. Donc bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Double or Nothing. Et hier soir, on a kiffé, mesdames et messieurs, parce que depuis quasiment 1 an et demi, c'est comme si on avait perdu le goût des choses, littéralement même pour certaines personnes. Mais hier soir, on a repris goût à la vie grâce à la AEW. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous donner les résultats rapides du show parce qu'il y avait 10 matchs hier soir. Et bien entendu, on va s'intéresser aux gros faits marquants, notamment les deux co-main events, mais également les deux openers de la carte principale qui étaient génialissimes. Mais d'abord, pour info, lors du kick-off ou lors du buy-in, on a Serena Deeb, la championne NWA, qui a conservé son titre par soumission face à Rio. Puis on passe à la carte principale et on démarre avec Hangman Page contre Brian Cage, deux catcheurs qui représentent le futur, je l'espère, de la AEW, en particulier bien entendu Hangman Page qui est l'une des pépites de la fédération. Et clairement hier soir on pouvait le ressentir parce que la foule était totalement derrière lui. Donc s'il vous plaît la AEW, il est temps de faire passer Hangman Page officiellement dans les main eventers du show parce que le public n'attend que ça et le gars est clairement prêt. Et hier soir Page avait un énorme défi face à lui avec Brian Cage, mais on avait un Brian Cage juste, car pour rappel Brian Cage avait demandé au reste des membres de son clan, la Team Taz, de ne pas intervenir hier soir car il voulait se débrouiller tout seul face à Hangman Page. Mais malgré tout, au bout d'une dizaine de minutes, on a Ricky Starks et Hook qui font leur entrée pour aider Brian Cage. Hook, qui est donc le fils de Taz, je le rappelle, est en train de distraire l'arbitre, et pendant ce temps, Ricky Starks prend le titre FTW et il jette la ceinture à Brian Cage, mais Brian Cage refuse de l'utiliser et il la rend à Ricky Starks. Puis Brian Cage se tourne vers Hook et lui demande gentiment de dégager, mais le problème c'est que pendant quelques secondes, Brian Cage a été distrait. Pendant ce temps, Hangman Page s'est relevé et il en a profité pour porter son finisher, le Buckshot Lariat, pour la victoire. Donc grosse victoire hier soir pour Hangman Page lors de l'opener et ça a parfaitement lancé la soirée car le public était en feu à partir de ce match. Et attention, après le match, on a Brian Cage qui s'engueule avec Hook et Ricky Starks. Donc clairement, ça ne se passe pas très bien au sein de la Team Taz. On enchaîne avec un autre match phénoménal, Jon Moxley et Eddie Kingston face aux Young Bucks pour les titres par équipe AEW. Et pour ceux qui suivent mes reviews de AEW Dynamite, il y a quelques semaines, je m'étais plaint du nouveau thème d'entrée de Jon Moxley en disant qu'il était un petit peu mou, ça manquait d'énergie. Et bien sachez que dès la semaine suivante, apparemment la AEW regarde mes reviews, donc ils ont changé d'avis et ils ont à nouveau modifié le thème de Moxley. À la base, en fait, ils lui avaient donné une version de la chanson Wild Thing, mais qui était un petit peu molle. Et donc la semaine suivante, ils lui ont donné une autre version avec beaucoup plus d'énergie. Et celle-là colle parfaitement à Jon Moxley. Du coup, quand hier soir il a fait son entrée à travers la foule avec Eddie Kingston, c'était le bordel total, mesdames et messieurs. La foule était en délire pendant toute l'entrée de Moxley et Eddie Kingston, mais le plus beau moment, c'est quand Moxley rentre sur le ring et d'un coup il monte sur les cordes, il se retrouve face à la foule et là le public explose. Pour info, pour ceux qui ont Twitter, n'hésitez pas à me suivre @le Catch Club, car j'ai partagé quelques extraits vidéo du pay-per-view de hier soir sur mon compte. Et petit détail à souligner, Moxley et Kingston ont fait leur entrée avec les Air Jordan Dior qu'ils ont volés aux Young Bucks, et ils les ont même utilisés lors du match. Puis derrière, on a eu le droit à l'entrée des Young Bucks, et honnêtement, ils sont tellement géniaux actuellement en tant que heal. Ces mecs-là, à la base, sont adorés par la foule, mais malgré tout, hier soir, le public était là en train de les huer, et pour moi, ça prouve à quel point les Young Bucks maîtrisent parfaitement leur personnage actuellement, que ce soit les tenues, que ce soit les mimiques, que ce soit les promos, ils sont parfaits depuis leur heel turn. Les Young Bucks étaient accompagnés par Brandon Cutler, mais même avant le début du match, Moxley et Kingston se sont débarrassés de lui. Et je dois souligner pour tous ceux qui sont des fans de catch japonais comme moi, que j'apprécie vraiment particulièrement le style d'Eddie Kingston, Eddie Kingston qui s'inspire énormément du style Kings Road japonais bien entendu, qui a été popularisé à la All Japan. Donc clairement, si vous regardez bien ces matchs, vous pouvez reconnaître un petit peu de Kawada, un petit peu de Misawa, et hier soir par exemple quand il a pris l'un de ses adversaires et qu'il l'a mis dans le coin et qu'il a commencé à enchaîner les Atemi, c'était bien entendu du Kobashi. Maintenant, comme vous le savez, les Young Bucks sont heal, ils sont méchants, donc forcément au bout de quelques minutes, on a eu le droit à l'entrée des Good Brothers, Luke Gallows et Karl Anderson qui voulaient intervenir, mais heureusement Eddie Kingston s'est débarrassé de Luke Gallows et pendant ce temps, on a Frankie Kazarian qui est sorti de nulle part pour attaquer Karl Anderson. Et donc derrière, c'est la guerre totale, les 4 catcheurs sont chauds, le public est en délire et au bout d'environ 21 minutes, les Young Bucks réussissent à prendre l'avantage. En effet, au final, les Young Bucks se débarrassent d'Eddie Kingston avec plusieurs super kicks, puis ils portent le BT Trigger plusieurs fois à Jon Moxley
pour la victoire. Donc les Young Bucks conservent les titres par équipe et honnêtement, les 2 premiers matchs de la carte principale hier soir étaient incroyables, avec le public qui rendait tout ça en plus magique. Puis on enchaîne avec la Casino Battle Royale, donc c'est un match avec 21 catcheurs, et je rappelle que le vainqueur de ce match aura prochainement un match pour le titre AEW. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on avait 20 catcheurs qui étaient annoncés pour le match, et un joker, une surprise. Il s'agissait au final de Lio Rush. Donc on a une bataille royale assez classique. Je rappelle que pour éliminer un adversaire, il faut le faire passer par-dessus la 3ème corde, et à la fin, on se retrouve avec Matt Hardy, Christian et Jungle Boy. Bien entendu, un gros passé entre Christian et Matt Hardy, et du coup justement Hardy propose à Christian de travailler ensemble pour éliminer Jungle Boy. Et à la base, Christian a l'air d'accord, mais au final, Christian change d'avis, bien entendu, il se moquait de Matt Hardy, et il élimine Matt Hardy, qui pète un câble à l'extérieur du ring. Donc on se retrouve avec 2 favoris de la foule, Christian et Jungle Boy, un vétéran, une légende, et le jeune espoir qui risque de devenir une méga star de la fédération. Et j'ai envie de dire que la AEW a fait le choix logique par rapport à son futur, par rapport à son avenir, car c'est Jungle Boy qui remporte la Casino Battle Royale, et qui aura donc prochainement un match pour le titre AEW. Puis on enchaîne avec The American Dream, Cody Rhodes, accompagné par Arn Anderson, contre Anthony Ogogo, accompagné par QT Marshall. Et honnêtement, ce match n'était pas mauvais hier soir. Anthony Ogogo s'est même plutôt bien défendu dans le ring. Mais le problème honnêtement c'est qu'on n'en avait rien à faire de cette pseudo-rivalité avec les États-Unis contre la Grande-Bretagne, USA contre UK, on n'en a rien à faire. Et à côté de ça, le problème de l'AEW, c'est que d'un coup ils nous ont sorti Ogogo dans le roster principal AEW Dynamite il y a quelques semaines, mais sans assez nous le présenter, sans assez le hyper. Un mec comme ça qui est un grand espoir de la fédération, faut lui donner des vignettes pendant quelques semaines pour nous le présenter, puis il faut qu'il effectue des promos, faut qu'on connaisse son personnage, mais là honnêtement Anthony Ogogo, on sait pas qui c'est à la AEW, et ça me rappelle exactement le cas de Will Hobbs il y a quelques mois, quand d'un coup la AEW avait voulu pusher Will Hobbs dans le roster principal. Ils l'ont un petit peu sorti de nulle part et d'un coup ils l'ont jeté dans le main event sans jamais nous le présenter. Et du coup, le problème, c'est qu'on s'en foutait un petit peu tous de lui, parce qu'on le connaissait pas, et on connaissait pas son niveau ni son personnage, on va dire, à AEW Dynamite. Et là, ils sont un petit peu en train de nous refaire la même chose avec Anthony Ogogo. Alors certes, c'est un ancien médaillé olympique de boxe, mais ça ne suffit pas pour devenir une superstar. Par exemple, Kurt Angle est également ancien médaillé d'or aux Jeux Olympiques, mais ce n'est pas simplement en venant dire qu'il est médaillé d'or qu'il est devenu une superstar, c'est en créant tout ce personnage de Kurt Angle qu'on a adoré détester, puis qu'on a adoré aimer, que Angle est devenu une méga star. Du coup, bien entendu, durant le match, l'arme secrète d'Anthony Ogogo, c'était ses coups de poing, mais malgré tout, Cody Rhodes a réussi à tenir le coup. Et on a pu voir l'inexpérience de Ogogo à la fin du match, car il a porté ce qui semble être l'un de ses finishers, le coup de poing dans le ventre de Cody Rhodes, et Cody est tombé au sol. Ogogo a voulu effectuer le tombé, mais une partie du corps de Cody était sous les cordes, donc à l'extérieur du ring, ce qui fait que l'arbitre ne pouvait pas effectuer le tombé. Donc il explique la situation à Ogogo, mais derrière Cody reprend l'avantage, et il nous sort un Vertebreaker, une magnifique prise pour la victoire. Donc Cody Rhodes bat Anthony Ogogo hier soir, mais petite remarque par rapport à Cody Rhodes et tous ceux qui se plaignent de ses victoires, je souligne que c'est la première victoire de Cody en pay-per-view depuis un an. En effet, il faut savoir que Cody n'avait pas remporté de match en pay-per-view depuis AEW Double or Nothing 2020. Puis on enchaîne avec le match des monstres de la AEW, le champion TNT Miro qui défend son titre face à Lance Archer. Et concernant ce match, j'ai bien aimé la violence, j'ai bien aimé l'action, mais surtout je pense que ces deux catcheurs peuvent nous sortir encore mieux. Hier soir, ils ont eu seulement 10 minutes et ils nous ont juste montré de quoi ils étaient capables, mais je pense qu'ils peuvent faire encore 10 fois mieux. Il faut savoir qu'au bout de quelques minutes, Jake Roberts a fait son entrée avec son fameux sac dans lequel il y a son serpent, mais là Miro l'a attaqué, il a volé son sac, il a commencé à le shaker dans tous les sens, puis il l'a jeté vers la rampe d'entrée. Donc Miro c'est un fou mesdames et messieurs, il en a rien à faire même des serpents. Et derrière Miro s'est acharné sur le dos de son adversaire pendant que les commentateurs précisaient que Lance Archer s'est fait opérer au dos il y a 4 ans. Donc Miro s'acharnait avec des gros coups, puis il a terminé le travail avec son finisher, le Game Over, pour la victoire. Puis on enchaîne avec Hikaru Shida qui défend le titre féminin AEW face à Britt Baker accompagné par Rebel. Et hier soir, en gros, c'était le moment, c'était l'heure pour Britt Baker.
tout le monde était avec elle, tout le monde était derrière elle. Et j'adore ce genre de moment, c'est vraiment l'exemple typique d'un moment où une île, une méchante, est tellement géniale qu'au final elle a tout le public derrière elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. On adore détester Britt Baker, mais justement elle est tellement bonne dans son personnage et elle est tellement bonne dans le ring qu'au final, au bout d'un moment, on est obligé de l'applaudir, on est obligé de souhaiter qu'elle devienne championne parce que même si elle est méchante, elle le mérite. Et donc hier soir, justement, l'histoire du match, c'était d'essayer de nous faire croire que Britt Baker n'allait pas gagner, car à chaque fois, Hikaru Shida réussissait à se dégager avant le compte de 3, et Shida s'est vraiment bien défendu. Et pour ajouter encore un petit peu plus de suspense, on a Rebel qui a essayé d'intervenir pour porter un coup de béquille à Shida, mais Shida l'a contré, et c'est Britt Baker qui s'est pris le coup de béquille. Donc vraiment, hier soir, la foule était à fond dans le match, et on ne savait pas qui allait gagner. En plus, à la fin, Hikaru Shida avait réussi à reprendre l'avantage, mais au final, Britt Baker l'a contré avec un roll-up, puis elle a enchaîné avec sa soumission, le lockjaw, pour la victoire. Et autant vous dire, mesdames et messieurs, que le public a explosé à ce moment-là, parce que c'était l'heure pour Britt Baker. Elle devait gagner hier soir, et honnêtement, bravo à elle, car c'est clairement la plus grande star de la division féminine du côté de la AEW, et dorénavant c'est à elle de porter cette division sur ses épaules. Et après le match, on a eu le droit à un beau petit moment émotion, car on a Britt Baker qui quitte le ring, elle remonte la rampe, et là il y a Tony Schiavone, et les deux se font un énorme câlin. On sait qu'ils sont très proches depuis la création de la AEW, donc encore une fois, énorme pop. Puis on enchaîne avec Sting et Darby Allin contre Ethan Page et Scorpio Sky, et c'était le premier match de Sting à la AEW dans les rings, car pour rappel, lors du dernier pay-per-view, il avait eu un match cinématique, mais cette fois-ci Sting était de retour dans les rings, et hier soir Sting nous a éblouis, Sting nous a épatés. Donc je vais dire bravo toute la soirée, j'ai l'impression, mais bravo Sting et merci. Il y a une séquence mythique que j'ai également partagée sur mon compte Twitter @lecatchclub, où en fait Sting se prend une souplesse sur la rampe d'entrée. Donc là, Scorpio Sky pense que Sting est KO, et j'imagine que beaucoup de fans avaient peur pour Sting. Mais d'un coup, Sting se relève directement et il va derrière Scorpio Sky, puis il le pousse de la petite scène sur laquelle il était. Et là, on a vraiment une scène magnifique, car Sting enlève son t-shirt. Et forcément, c'est pas le même Sting qu'il y a 20 ans, c'est pas le même physique. Mais hier soir, le public n'en avait rien à faire de son physique, ils en avaient rien à faire de son âge. Ils étaient simplement trop contents de le voir à ce niveau en 2021. Donc quand Sting enlève son t-shirt, il se prend une pop énormissime. Et là, je me suis dit que ça devait tellement lui faire plaisir. Hier soir, c'était littéralement une deuxième jeunesse pour Sting. C'était une cure de jouvence. Et ça doit être fou pour lui de pouvoir ressentir tout ça en 2021. Et derrière, on a Sting qui saute de cette plateforme d'environ 2 mètres. Et il effectue un crossbody sur Ethan Page et Scorpio Sky. Donc vraiment, hier soir, Sting était phénoménal. Donc hier soir, en gros, le but du match, c'était de nous faire rêver avec Sting. Et c'était également l'occasion de re-hyper un petit peu, on va dire, Darby Allin, qui vient de perdre le titre TNT. Et on a une belle petite séquence à la fin avec Scorpio Sky qui tente une sorte de RKO à Sting, mais Sting le contre avec son Scorpion Death Drop pour la victoire. On enchaîne avec le co-main event de la soirée, le match pour le titre AEW, avec Kenny Omega contre Pac contre Orange Cassidy. Et par rapport à ce match, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les 3 catcheurs ont eu leur moment pour briller. D'abord, on a eu cette magnifique entrée de Kenny Omega avec ses 4 ceintures. Et honnêtement, comme je l'ai posté sur Twitter hier soir, on avait l'impression de voir Dieu qui faisait son entrée. À côté de ça, on avait un Pac qui était vénère, qui était intense. Et on avait un Orange Cassidy qui a su parfaitement s'adapter, on va dire, à ce main event. Ce qui fait qu'Orange Cassidy avait l'air d'être à sa place, alors que certaines personnes pouvaient penser qu'il n'aurait pas l'air d'être à sa place dans un main event pour le titre suprême AEW. Mais honnêtement, Orange Cassidy a quelque chose de spécial. Il a cette connexion avec la foule, et il maîtrise parfaitement son personnage, ce qui fait que ça marche, ça prend avec le public. Vers la fin du match, l'arbitre se retrouve KO, donc Kenny Omega en profite, et il prend chacune de ses ceintures une par une pour frapper Pac avec. Mais quand il prend la dernière ceinture, il se fait surprendre par un Orange Punch de Orange Cassidy. Et là on a un nouvel arbitre qui arrive, mais Kenny Omega se dégage juste avant le compte de 3 et il contre Orange Cassidy avec un tombé surprise pour la victoire. Puis attention, avant le second co-main event, on a le droit à l'annonce d'une signature du côté de la AEW.
Il s'agit de la légende Marc Henry. Marc Henry signe avec la AEW en tant que coach et en tant que consultant pour leur nouveau show AEW Rampage. Puis on enchaîne avec le Stadium Stampede Match, cette bagarre générale qui a lieu dans un stade avec The Inner Circle contre The Pinnacle. Et donc pour info, ce qui est cool, c'est que le match a démarré dans le stade, donc comme le Stadium Stampede de l'année dernière, et on a eu le droit aux catcheurs qui se battent un petit peu partout dans le stade et en coulisses. Mais par contre, à l'inverse de l'année dernière, le match s'est terminé dans le ring, sous les yeux du public. Et encore une fois, honnêtement, c'est impossible de décrire tout le match car il fait bien plus de 20 minutes, mais je vous conseille à tous de le trouver sur internet, car ce match est en train de devenir l'un des matchs signature de la AEW. C'est un match qui a vraiment été créé par la fédération, et ça fait 2 éditions que le match est phénoménal. Et ce qui est vraiment bien en fait, c'est qu'au début du match, on a les catcheurs qui se battent 2 par 2 dans différents endroits du stade, donc on a les caméras qui se déplacent, et on passe d'une scène à l'autre, un petit peu comme dans une série. Et alors qu'on pouvait penser que la fin du match aurait lieu entre Chris Jericho et MJF, et bien au final on se retrouve avec Shawn Spears et Sammy Guevara à la fin dans le ring, et c'est Sammy Guevara qui prend l'avantage. Il fait passer Shawn Spears à travers une chaise dans le coin du ring, puis lui porte son 630 Splash pour la victoire. Donc énorme victoire pour Sammy Guevara hier soir à la fin du pay-per-view, à la fin du show lors du main event, et clairement c'était une manière pour la AEW de mettre Sammy en avant, et c'est peut-être le début d'un gros push pour Sammy Guevara. Et le show se termine avec une magnifique image, des feux d'artifice, le public en délire, et les 5 membres de The Inner Circle en train de fêter ensemble, car je rappelle que si The Inner Circle perdait le match, le clan devait se dissoudre, le clan devait se séparer, mais au final ce n'est pas le cas, donc apparemment on va avoir le droit à de nouvelles aventures de The Inner Circle. Et à côté de ça, pourquoi pas un petit push de Sammy Guevara qui mérite d'être l'une des futures grandes stars de la AEW. D'ailleurs, est-ce qu'il serait pas temps de réinviter Sammy Guevara pour une petite interview sur Catch Club? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Double or Nothing. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur le show dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!